Parler d'événements très anciens de la colonisation de l'Australie par Homo sapiens il y a 45 000 ans et de l'empreinte écologique de l'homme qui est un grand exterminateur devant l'éternel. Il y aura des noms de petites bêtes, certaines disparues, beaucoup disparues d'ailleurs. Alors une petite bête que je ne connaissais pas, c'est le diprotodon. Et c'était un marsupial australien qui faisait partie de la mégafaune australienne. Eh bien, c'est un diprotodon, je pense. Ça doit être exactement la même chose. You'll find out. Voilà, il y aura d'autres, donc le diprotodon est un wombat géant, donc ça se dit wombat en français et en anglais. Voilà, il y aura d'autres noms, mais rien de trop difficile. Je parlerai de l'Homo floresiensis, je crois. Attendez, je vérifie. Alors, il s'appelle l'Homo floresiensis. C'est l'homme de Florès, en français. Voilà. Qui est une espèce humaine qui a disparu il y a 12 000 ans. Et qui a subi une évolution de rapetissement parce que les ressources étaient très limitées sur son île. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Français. C'est un discours en français. Ah oui, et puis alors donc tout ce récent savoir vient de ce livre que vous connaissez sûrement, je le montre à l'écran, voilà, de Yuval Noah Harari. Je croyais en fait que l'empreinte de l'homme sur son environnement est un phénomène relativement récent et que l'extinction des espèces qui procède par vagues, comme on le sait, est un phénomène qui a pris une importance dramatique dans l'histoire récente de l'humanité et de la planète. Et je croyais aussi, à tort, que une humanité plus primitive ou plus ancienne, primitive donc d'un point de vue technologique, je parle ici de chasseurs-cueilleurs et de technologie de l'âge de pierre, que ces êtres humains vivaient en harmonie relative avec la nature. Donc ils avaient une bonne gestion naturelle de leur écosystème, qu'ils ne tuaient pas inutilement et que globalement les équilibres naturels étaient respectés. Eh bien, en fait, je me trompais complètement, comme me l'a appris la lecture tout récemment d'un chapitre de ce livre qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». C'est un best-seller de vulgarisation scientifique dont vous avez sûrement entendu parler, et l'auteur s'appelle Yuval Noah Harari. Alors, l'événement auquel il se réfère pour démontrer le fait que l'empreinte écologique de l'homme est pratiquement depuis le début désastreuse pour son environnement, c'est la conquête de l'Australie il y a 45 000 ans. Et on apprend également à la lecture de ce livre que c'est un événement qu'on sous-estime. Moi personnellement, ce n'était pas sur mon radar ce qui s'est passé il y a 45 000 ans et l'arrivée de l'homme en Australie, mais en fait c'est un événement majeur pour plusieurs raisons. Parce que c'est la première fois qu'un grand mammifère, l'homme, réussit à passer de l'ensemble constitué par l'Afrique et l'Asie sur un autre continent. Et un continent qui est isolé par les océans. Et puis, l'arrivée en Australie, c'est également la première fois que l'être humain, Homo sapiens, se hisse au sommet de la chaîne alimentaire. Parce que jusqu'ici, Homo sapiens se trouvait confortablement installé au milieu de la chaîne alimentaire. Certes, c'était un prédateur, mais il avait aussi ses propres prédateurs. Et là, tout d'un coup, en arrivant en Australie, il va se mettre au bout, au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc, on peut dire que la conquête de l'Australie, c'est le début de la longue carrière de génocidaire écologique de l'être humain. Alors, il faut remonter, pour expliquer ces divers phénomènes, comme le fait notre auteur, à ce qu'il appelle la révolution cognitive. Alors, la révolution cognitive est un événement qui situe à environ 70 000 ans avant le Christ, donc il y a environ 70 000 ans, en gros. On compte par dizaines de milliers d'années, donc on n'est pas à 1 ou 2 millénaires près. Et à cette époque, donc, il y a un certain nombre d'espèces humaines.
tous ces êtres humains différents appartiennent au même genre, l'être humain, mais ce sont différentes espèces. Et Homo sapiens n'est qu'une de ces espèces humaines. Donc on trouve, jusqu'à il y a moins 70 000 ans, un certain nombre d'espèces humaines différentes, mais qui se trouvent en Afrique et en Asie. Donc l'Afrique, comme vous le savez, est le berceau du genre humain. Et puis en Asie, par exemple, en Asie mineure, on avait des néandertals. Et la première fois d'ailleurs que Homo sapiens est sorti d'Afrique pour aller vers, en gros, ce qui est actuellement la péninsule arabique jusqu'à la Turquie, donc toute cette région-là, la première fois qu'il est sorti d'Afrique, ça a été un échec. C'était il y a 100 000 ans et il est vite retourné en Afrique parce que les néandertals étaient déjà là, donc une autre espèce humaine bien installée sur ce territoire. Alors, donc la question c'est comment est-il sorti d'Afrique d'une part, et puis la question plus précise c'est comment l'être humain a-t-il réussi à coloniser des îles, puisqu'il y a un obstacle maritime à franchir et que cet obstacle requiert évidemment un certain avancement technologique. Alors, en fait, la colonisation des îles commence, pense-t-on, il y a environ 45 000 ans. Alors il y a une exception très précoce, c'est l'île de Flores, qui est en Indonésie, qui a été colonisée il y a 850 000 ans. Donc cela s'appuie évidemment sur des traces archéologiques, en l'occurrence, je ne pense même pas que ce soit de l'archéologie, parce qu'on a peut-être retrouvé des outils de pierre ou ce genre de choses. Donc exception pour l'île de Flores, mais en fait l'île de Flores, à cette époque, n'était pas une île, on pouvait traverser à pied sec, parce que le passage entre la terre ferme et l'île était émergé. Donc, évidemment, facile d'accès. Et puis ensuite, ce qui s'est passé avec Flores, c'est que le niveau des eaux a considérablement augmenté, et donc Flores est redevenue une île. Alors, avant de partir dans une digression sur Flores et l'homme de Flores, donc, pour vous donner une idée, ce qui était accessible aux espèces humaines à l'époque, c'était uniquement la terre ferme, hein, donc en gros l'Afrique et l'Asie. Ce qui veut dire qu'il y avait tout un monde extérieur à cette masse terrestre qui était constitué par les Amériques, l'Australie, Madagascar, la Nouvelle-Zélande et Hawaï, qui étaient totalement hors de portée. Impossible d'y aller. Alors, je vous ai promis une digression sur Flores et l'homme de Flores. Eh bien, c'est une espèce humaine qui s'est éteinte il y a environ 12 000 ans, c'est-à-dire à peu près au moment de la révolution néolithique qui a vu l'émergence de l'agriculture, donc les premiers fermiers en gros. Donc cet homme de Flores a traversé à pied sec, s'installe sur son île, qui par ailleurs d'ailleurs était un assez mauvais choix parce que pauvre en ressources, et l'eau monte et donc il reste, ce groupe humain, ou ces groupes humains, restent prisonniers sur leur île, n'ayant pas les moyens d'en sortir et de prendre un bateau. Ils ne savaient pas construire de bateau. Et donc, vu la rareté des ressources, ce qui s'est passé, c'est que les individus de grande taille qui avaient un plus grand besoin d'aliments sont morts en premier, favorisant en fait les petits, qui donc ont eu un avantage évolutif. Ce qui a amené progressivement au développement d'une espèce humaine de petite taille. Donc, l'homme de Flores faisait 1 mètre maximum et 25 kilos maximum. Donc, c'était vraiment une toute petite espèce humaine. Et alors, il fabriquait des outils en pierre, et étant pleinement humain, il chassait, évidemment. Et alors, le détail qui m'a vraiment beaucoup amusé, c'est que il y avait une espèce d'éléphant, mais qui elle aussi était devenue naine à cause des mêmes contraintes de l'environnement biologique. Donc, il faut imaginer ces petits humains chassant un éléphant, lui aussi de taille réduite. Voilà, donc ça c'était ma parenthèse sur l'homme de Flores, qui, comme je vous le disais, a disparu il y a 12 000 ans, c'est-à-dire pas si longtemps que ça en fait. Alors, toujours pour revenir à ce monde extérieur d'il y a, en disons, 50 000 ans, ce monde extérieur ne pouvait pas être atteint avant que l'homme n'invente la navigation. Et donc, la planète était constituée de plusieurs écosystèmes qui étaient très distincts,
parce que pendant des millions d'années, la faune et la flore avaient évolué sans interférence extérieure. La conséquence, donc on avait une sorte de paradis pour biologistes, avec des espèces très différentes, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore. Et l'expansion de Homo sapiens a mis un coup d'arrêt brutal, ou a mis fin à cette diversité naturelle. C'est pas un coup d'arrêt brutal, c'est qu'en fait, elle a fait disparaître des espèces et de manière considérable. Alors, la révolution cognitive, c'est cet événement dont je vous ai parlé. Bon, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Cette révolution cognitive qui s'est produite il y a 70 000 ans a rendu possible les développements nécessaires pour permettre la navigation. Donc, développement technologique, bien sûr, parce qu'il faut quand même passer de la taille de silex à la construction de bateaux, c'est pas donné. Ensuite, les développements organisationnels. Pour pouvoir faire de la navigation, cela suppose des structures au sein du groupe assez développées. Et puis, qui sait, peut-être même, elle a permis à l'homme d'envisager d'aller conquérir des îles. Donc c'est ce que l'auteur appelle une certaine vision dans la conquête de nouveaux espaces. Alors, les défis auxquels faisaient face nos ancêtres, c'était qu'il fallait traverser des détroits qui, pour certains, étaient très larges. Donc, quand je parle de très large, c'est plus de 100 km d'eau à traverser. Ça, c'était le premier défi. Et puis, le deuxième défi, bien sûr, c'est qu'il fallait s'adapter à un écosystème qui était entièrement nouveau. Alors, quel a été le laboratoire de l'invention de la navigation ? Eh bien, on pense que ça a été l'Indonésie. Pourquoi ? Parce que l'Indonésie est un archipel, donc on peut commencer à essayer de naviguer en ayant un tas de petites îles, et donc cela, en fait, a permis l'émergence des premiers navigateurs, mais aussi des premiers commerçants et des premiers explorateurs sur des distances un peu plus longues. Alors, vous me demanderez s'il y a des traces matérielles de toutes ces belles théories. Eh bien non, pour une raison assez simple, c'est que les côtes indonésiennes se trouvent telles qu'elles étaient il y a 50 000 ans, se trouvent actuellement à environ 100 mètres sous l'eau. Donc bon courage pour aller retrouver ne serait-ce que des villages de pêcheurs construits en bois, sans pierre. C'est quasiment une tâche impossible. Il faudrait que le niveau des mers baisse considérablement pour que tout d'un coup d'éventuels restes puissent à nouveau remonter à la surface. Mais on a une méthode de datation parce qu'on sait que, environ à cette époque-là, d'autres îles qui se trouvaient encore plus loin, c'est-à-dire à 200 km ou plus, ont été colonisées. Avant, donc disons il y a 40 000 ans ou 45 000 ans. Donc on sait qu'au plus tard à ce moment-là, il était indispensable d'avoir inventé la navigation parce que sinon l'arrivée de l'homme sur ces îles n'aurait pas été possible. Donc là, il s'agit de deux îles qui se trouvent dans le Pacifique, si je me souviens bien. L'une s'appelle Buka, c'est près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'autre s'appelle Manus. Voilà. Et on a par ailleurs également des preuves archéologiques d'un commerce maritime entre la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Bretagne, qui anciennement s'appelait la Nouvelle-Poméranie. Ne me demandez pas où se trouvent toutes ces îles, mais ce sont deux îlots assez distants, et on a la preuve que des objets, je ne sais plus si c'était de l'obsidienne ou autre chose, a été échangé. Oui, je crois que c'était de l'obsidienne qu'on ne trouvait que sur une des îles, et en fait, cette obsidienne, on l'a retrouvée taillée sur une autre île où il n'y a pas de gisement d'obsidienne. Donc forcément, on a la preuve qu'il y avait commerce entre deux entités isolées et qui supposaient la navigation. Alors, que trouve l'homme quand il arrive en Australie ? Eh bien, il trouve une mégafaune tout à fait intéressante. Alors, il y avait en Australie, à l'époque où l'homme est arrivé, des kangourous qui faisaient 2 mètres au garrot, donc des kangourous géants, d'accord ? Il y avait un lion qui était un marsupial, donc il avait une poche. Alors en fait, les marsupiaux, à l'époque, il y en avait bien d'autres que ceux qu'on connaît maintenant, et c'était un mode de reproduction, plus exactement d'allaitement, qui dominait en Australie, sur le continent australien, dans la faune. Il y avait donc un lion marsupial, qui était le plus grand prédateur présent en Australie. Il y avait des koalas géants aussi.
Et puis évidemment ajouter à cela des lézards géants, des serpents qui faisaient plus de 5 mètres de long, et puis une autre bête qui était le diprotodon. C'est la même chose en anglais. Alors le diprotodon, qui a l'air en fait d'être assez sympathique, si ce n'est pour sa taille gigantesque, puisque ce wombat faisait 2,5 tonnes, et son habitat était forestier. Donc, en quelques milliers d'années, après l'arrivée de l'homme, la plupart de ces grands animaux ont disparu. Alors vous me direz, quelques milliers d'années, c'est long, mais enfin, il est à peu près certain que c'est l'arrivée de l'homme qui a amené l'extinction d'un certain nombre de ces espèces. Pour vous donner une idée plus précise, il y avait en Australie, dans le stade actuel de nos connaissances, il y avait 24 espèces animales qui pesaient plus de 50 kg en moyenne. Eh bien, l'homme a réussi en quelques milliers d'années à en faire disparaître 23 sur 24. C'est quand même pas rien. Et puis, bien entendu, il faut comprendre que quand on dérange la chaîne alimentaire, quand on perturbe la chaîne alimentaire de manière aussi significative, évidemment, un certain nombre d'espèces plus petites qui se trouvent en aval de la chaîne alimentaire vont également disparaître. Donc, ça a été en fait une véritable catastrophe pour l'écosystème australien qui s'était gentiment développé pendant des millions d'années. Alors, évidemment, on peut toujours accuser le changement climatique. Le changement climatique, c'est un bouc émissaire commode de tous les maux, et notamment des extinctions d'espèces. Et alors, on me fait signe qu'en fait, je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais vous la faire courte. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles le changement climatique ne peut pas être le seul coupable de cette situation. Et donc, ce sont 3 raisons qui indiquent également assez clairement que Homo sapiens est bien au moins en partie responsable de l'extinction de la mégafaune australienne il y a 40 000 ans. Alors, tout d'abord, certes, il y a eu un changement climatique en Australie à peu près à cette époque, mais il y en a eu bien d'autres. Et d'ailleurs, comme nous le savons, le climat est tout le temps en train de changer. Donc, c'est une raison pour laquelle on ne peut pas dire que ce changement climatique attesté et pu avoir un impact suffisant sur le continent et en particulier sur sa faune et sa flore. Alors, je passe. Ensuite, il y a les changements climatiques, quand ils ont un effet catastrophique sur la faune, par exemple, affectent de manière égale la faune marine et la faune terrestre. Or, dans ce cas, on constate que la faune marine a été très peu affectée. Et à cette époque, en effet, Homo sapiens, c'était surtout un danger sur Terre, et non pas sur mer. Et puis, là, je ne résiste pas quand même au plaisir de vous parler des mammouths de l'île de Wrangel. Alors, l'île de Wrangel se trouve dans l'océan Arctique, environ à 200 km au nord de la côte sibérienne. Alors, vous allez vous demander évidemment pourquoi l'être humain a mis pied dans un environnement aussi inhospitalier. Eh bien, en fait, un mammouth, c'est parfait parce que c'est une proie de grande taille qui donc permet d'avoir un apport de protéines considérable. Et en plus, sous ces climats-là, pas besoin de congélateur, il suffit de laisser la viande dehors et vous en avez pour la saison prochaine. Donc, en fait, c'est génial. Alors, on a constaté que dès que l'homme a mis pied sur l'île de Wrangel, ça a été la fin du mammouth qui n'a pas tardé à disparaître. Donc, vous serez heureux d'apprendre qu'en 10 000, enfin il y a 10 000 ans en fait, ou 10, 11 000 ans, les derniers mammouths ont disparu. Et je pense que vous en avez assez. Chris me fait signe. Et donc la suite sera pour un prochain épisode. Merci pour votre attention.